Mon fils et sa femme nous ont enfermés, mon mari et moi, dans le sous-sol de notre propre maison, en criant « C'est à nous maintenant ». Assise dans l'humidité, j'ai entendu mon mari murmurer « Chut ». Ils ne savent pas ce qui se cache derrière ce mur. Quand ils sont partis, mon mari a déplacé une brique lâche et m'a montré un secret qu'il avait gardé pendant 39 ans. Bonjour, chers auditeurs. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, je serais très heureux si vous vous abonniez à la chaîne et laissiez un commentaire en écrivant de quel état ou pays vous écoutez. Cela me réchauffe toujours le cœur de voir jusqu'où voyagent nos histoires. Bonne écoute. Cette maison sait respirer. Je connais le rythme de sa respiration aussi bien que le mien. Le matin, lorsque les premiers rayons du soleil de Géorgie percent à travers les vieux pacaniers du jardin, elle prend une inspiration calme et profonde, et des grains de poussière dansent dans des piliers de lumière dorée. Le soir, elle expire en se refroidissant, et les vieilles poutres craquent comme si elles soupiraient, s'installant pour la nuit. J'ai vécu ici pendant 40 ans. J'ai grandi dans ces murs, ou peut-être qu'ils ont grandi en moi. Mon beau-père, le père de Cornelius, un homme au regard constant et à l'âme large, a construit cette maison. Il l'a construite non pas comme une maison de vacances, mais comme un héritage, un lieu où ses petits-enfants et arrière-petits-enfants riraient, un lieu de force. Ce matin, je préparais de la soupe comme d'habitude. Un simple bouillon de poulet avec des boulettes, comme ma grand-mère me l'a appris. Cornelius ne mange presque plus rien ces derniers temps, mais l'arôme du bouillon de poulet est si familier, qu'il suscite parfois une étincelle d'intérêt en lui. Je coupais des carottes en petits cubes presque semblables à des bijoux, et je me souvenais comment j'avais appris à Travante, notre fils, à le faire. Il était petit, debout sur un tabouret à côté de moi, ses doigts potelés agrippant un couteau de sécurité. « Maman, je suis un chef !» criait-il, et nous rions tous les deux. Ce rire vit encore dans le grain de la table de la cuisine. Encore cette soupe insipide, Miss Idella. La voix de Kessia, la femme de Travante, a fait irruption dans mes souvenirs comme un courant d'air dans une pièce chaude. On en a parlé hier. Internet a 1 million de recettes. Soupe à la crème de brocoli. Gazpacho. Tu ne peux pas maîtriser quelque chose de nouveau? C'est pour Travante. Il a besoin d'une bonne nutrition. Elle se tenait appuyée contre le cadre de la porte dans sa robe de chambre en soie écrue, les bras croisés sur sa poitrine. Elle ne m'a jamais appelé maman, seulement Madame Idella avec une politesse froide qui était pire que la grossièreté pure et simple. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste continué à remuer le bouillon. Votre mari adore cette soupe, ai-je répondu doucement. Et son père l'adore. Père ne comprend plus rien, a-t-elle coupé. Mais Travante mérite mieux. Ils vivent avec nous depuis 3 ans, depuis que Cornelius a eu son premier accident vasculaire cérébral. Au début, cela semblait juste. La famille devrait être ensemble, surtout dans les moments difficiles. Je leur ai donné tout le 2e étage, la suite parentale avec le balcon donnant sur le jardin. Cornelius et moi avons déménagé en bas dans son ancien bureau pour qu'il n'ait pas à monter les escaliers. Progressivement, leurs affaires, leurs habitudes, leurs odeurs, le parfum piquant de Kessia, l'eau de Cologne âcre de Travante, ont commencé à déplacer l'air de cette maison. La semaine dernière, elle a déplacé le fauteuil du grand-père sans demander, celui avec les accoudoirs usés où mon beau-père lisait le Savannah Tribune. Elle l'a poussé dans le coin le plus sombre et a hissé à sa place une sorte de monstre blanc sans âme en métal et en cuir. Ça ne va pas avec l'intérieur moderne. M'a-t-elle jeté par-dessus son épaule. Je n'ai rien dit alors. Je suis juste descendu la nuit quand tout le monde dormait et j'ai caressé le vieux cuir craquelé du fauteuil comme on caresse un vieux chien fidèle. Je me souviens comment Travante s'endormait dedans dans les bras de son grand-père. Comment je m'y suis assise moi-même pendant ma grossesse en lisant des livres d'histoire, rêvant de retourner à mon travail aux archives quand mon fils grandirait un peu. Mais il a continué à grandir. Et puis est venu Cornelius avec sa carrière, exigeant une attention constante, et mon rêve a tranquillement pris la poussière comme de vieux tomes dans le grenier. Cornelius était allongé dans le bureau, fixant le plafond. Son corps s'était affaibli, mais son esprit s'embrasait parfois de sa clarté d'antan, comme une braise dans un feu mourant. Je me suis approché, me suis assise à côté de lui et lui ai pris la main. Sa peau était sèche et fine, comme du parchemin. « Comment vas-tu, mon amour » ai-je chuchoté. Il a lentement tourné la tête, ses yeux se sont concentrés sur moi. « Ils sont bruyants » a-t-il expiré.
Oui, ils étaient toujours bruyants. Leurs voix, leurs disputes à propos de l'argent, leurs rires bruyants. Tout cela était étranger à la vie calme et ancrée de notre maison. Travant est descendu pour le déjeuner. Il n'a pas dit bonjour, s'est assis à table et a immédiatement regardé son téléphone. J'ai placé un bol de soupe devant lui. Il l'a repoussé. Maman, il faut qu'on parle. Sérieusement. Kessia s'est instantanément matérialisée à côté de lui, assise en face, les mains jointes sur la table. Dans ses yeux, il y avait cette lueur prédatrice que j'avais appris à reconnaître. Cela signifiait qu'il complotait quelque chose. On a réfléchi, avec l'héritage et toutes ses complications. La bureaucratie, a commencé Travante, sans quitter l'écran des yeux. Père est dans un tel état. Pour éviter les problèmes plus tard, tu devrais me signer la maison maintenant, un acte de donation. C'est juste une formalité pour tout simplifier. Ma poitrine s'est glacée, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais de la désinvolture avec laquelle ils ont été prononcés, comme s'ils me demandaient de passer le sel. Non, ai-je dit, ma voix n'a pas tremblé. Cette maison appartient à ton père et à moi. Tant que nous serons en vie, tout restera comme c'est. Alors, tu ne veux pas simplifier les choses? Kessia s'est penchée en avant. Tu veux que ton fils unique court plus tard dans les bureaux du gouvernement, à rassembler des certificats quand, eh bien, tu comprends. Je comprends tout, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Et c'est exactement pourquoi la réponse est non. Travante a finalement levé la tête. Il n'y avait pas d'amour filial dans son regard, seulement une irritation froide et coléreuse, comme si je n'étais pas sa mère, mais un obstacle ennuyeux sur son chemin, je ne comprends pas quel est le problème. Nous vivons ici. Nous nous occupons de père. Vous vivez dans ma maison, l'ai-je corrigé. Je m'occupe de père. À ce moment-là, Cornelius est apparu dans l'embrasure de la porte du salon. Il se tenait appuyé contre le montant, respirant lourdement. Il devait tout avoir entendu. Son regard était étonnamment clair. Il ne me regardait pas, mais Travante. Toi. Sa voix était faible, mais chaque mot résonnait dans le silence qui s'ensuivit. Tu es une honte pour notre nom. Une honte. Ce mot a frappé Travante comme un coup de fouet. J'ai vu son visage se tordre. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était la rage d'un homme touché à son point le plus sensible, sa vanité, son droit de porter le nom de Dubois dont il était si fier. Toute sa vie était construite sur ce nom. Quoi, a-t-il crié, se levant si vite que la chaise est tombée avec un fracas. Une honte? Tu es fou? Je suis le seul à perpétuer ce nom. Cette maison, elle est mienne de droit. Elle aurait toujours dû être mienne. Il s'est avancé vers son père. J'ai sauté, me plaçant entre eux. Travante, arrête. Non, ça suffit. J'en ai marre de ça. Ses yeux étaient sauvages. C'est à nous maintenant. Il m'a attrapé par l'épaule, pas douloureusement, mais avec autorité, et m'a poussé de côté. Puis il a attrapé son père sous le bras. Cornelius était aussi faible qu'une poupée de chiffon. Travante nous a traînés à travers le couloir jusqu'à la lourde porte en chêne menant au sous-sol. Travante, qu'est-ce que tu fais? Ai-je crié en résistant. Vous aurez le temps de réfléchir à votre comportement, a-t-il grogné. Il a ouvert la porte et l'odeur d'humidité et de terre froide nous a frappé au visage. Il nous a brutalement poussés à l'intérieur sur la première marche de l'escalier raide. J'ai à peine réussi à retenir Cornelius pour nous empêcher de dévaler. La porte a claqué, nous plongeant dans l'obscurité. Le lourd verrou a cliqué de l'extérieur. Nous sommes restés dans un silence complet. Seulement ma respiration haletante et la respiration faible et rauque de mon mari à côté de moi. Je me suis affalé sur la marche en pierre froide, serrant Cornelius contre moi. Les larmes ne voulaient pas venir. Tout était engourdi. Des années de service, des années d'amour. Toute ma vie donnée à ce garçon, à cette maison, à cette famille. Tout cela s'est terminé ici. Dans ce sous-sol sombre et humide. J'étais brisé, en 1000 morceaux. Et dans ce silence assourdissant, dans cette obscurité absolue du désespoir, j'ai entendu le murmure calme et tendu de mon mari. Il a pressé ses lèvres contre mon oreille, ces mots à peine audibles. Chut. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière ce mur. Les mots de mon mari ont percé la pénombre, et je me suis figé, à l'écoute. Au-dessus de nos têtes,
Les pas lourds et rapides de Travante ont retenti, suivis par les pas plus légers et pressés de Kessia. La porte d'entrée a claqué si fort qu'un écho sourd a traversé le sous-sol. Un moment de silence, puis le bruit d'un moteur qui démarre, s'éloigne rapidement et s'estompe. Ils étaient partis. Nous sommes restés seuls dans le silence froid et retentissant de notre propre maison, enfermés dans son ventre de pierre. « Aide-moi » a râpé Cornelius. Sa voix était faible, mais il y avait une persistance d'acier que je ne lui connaissais pas. Je l'ai aidé à se relever. Son corps tremblait de faiblesse et de froid. Lentement, pas à pas, nous sommes descendus les marches ébréchées jusqu'au sol en terre battue. Ça sentait les légumes rassis que nous avions l'habitude de stocker, l'argile humide et l'oubli. La seule source de lumière était une mince bande qui filtrait dessous la porte du haut. Dans cette pénombre, je pouvais à peine distinguer les formes de vieilles étagères couvertes de toiles d'araignée et de bocaux vides empilés dans un coin. Cornelius ne m'a pas conduite vers les étagères, mais vers le mur du fond, vers la maçonnerie même de la fondation. Il s'est appuyé contre les pierres rugueuses et humides, respirant lourdement. Ici, a-t-il chuchoté. Père me l'a montré quand j'avais 18 ans, il a dit que c'était pour le cas le plus extrême. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Il a passé son épaule le long du mur, cherchant quelque chose au toucher dans la pénombre. Finalement, il s'est arrêté. Ici, appuie. Je n'ai pas la force. J'ai touché la pierre où il avait pointé. L'un des blocs de granit brut ne semblait pas différent des autres. Mais quand j'ai appuyé plus fort, il a cédé, glissant vers l'intérieur avec un léger grattement. Derrière, un vide carré et noir s'est ouvert. À l'intérieur de cette niche, quelque chose de sombre était caché. J'ai passé mes doigts à l'intérieur et j'ai senti du métal froid et lisse. C'était une petite boîte en fer blanc, une vieille boîte à tabac, du genre populaire dans mon enfance. Je l'ai sortie. Elle était légère, presque sans poids. Nous sommes retournés sur les marches et nous nous sommes assis côte à côte. Cornelius a pris la boîte de mes mains. Ses doigts ont lutté longtemps avec le simple loquet. Finalement, avec un léger clic, le couvercle s'est ouvert. Je m'attendais à voir n'importe quoi. De vieilles photographies, peut-être quelques pièces d'or cachées par mon beau-père pour les jours difficiles. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien de brillant. Seulement quelques papiers jaunis pliés en 4. Cornelius a sorti le premier document et l'a déplié. Même dans cette faible lumière, j'ai vu le sceau officiel et l'encre violette délavée. C'était un acte de naissance. Lis-le, a dit Cornelius. J'ai pris le papier. Il était fragile comme une feuille d'automne. Le nom écrit en calligraphie m'était inconnu. Cassius Thorne. Lieu de naissance. Un hôpital pénitentiaire du Mississippi. Un endroit dont je n'avais entendu que des histoires terribles. Le nom de la mère était barré. Le nom du père, Orion Thorne. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté en regardant mon mari. C'est moi, a-t-il dit doucement. C'est mon vrai nom. Quelque chose s'est cassé en moi. Pendant 40 ans, j'avais vécu avec Cornelius Dubois, fils de l'estimé docteur Dubois, héritier d'une famille célèbre. Et maintenant, cette fragile feuille de papier me disait que je ne connaissais pas l'homme avec qui j'avais partagé un lit, élevé un fils, construit une vie. Il a sorti le document suivant. Un décret d'adoption. Cassius Thorne adopté par le citoyen Dubois Langston James. Le nouveau fils reçoit le nom de famille Dubois et le prénom Cornelius. Tout était certifié par des tampons officiels secs. Le dernier élément de la boîte n'était pas un papier officiel, mais une lettre écrite de l'écriture familière et confiante de mon beau-père. Cornelius me l'a tendu. Fils, ai-je lu mentalement, luttant pour déchiffrer les mots dans l'obscurité. Si tu lis ceci, cela signifie que des temps sombres sont arrivés et que je suis probablement parti. Je ne t'ai jamais dit toute la vérité, craignant que cela ne brise ta vie. Ton père, Orion Thorne, était un scientifique brillant, un homme honnête et courageux. Mais dans notre pays, l'honnêteté et le courage deviennent souvent un crime. Il a été calomnié, qualifié de menace pour la sécurité nationale, de traître, et il a péri en prison. J'étais son ami et son collègue. Je lui ai promis que je ne laisserais pas son fils se perdre. Je t'ai adopté, je t'ai donné mon nom, ma famille, pour te protéger, pour effacer la marque du fils d'un traître. Vis avec dignité, Cornelius. Porte le nom de Dubois avec honneur, mais n'oublie jamais quel sang coule dans tes veines.
Le sang d'un homme courageux. J'ai lu jusqu'à la fin et j'ai lentement plié la lettre. Le froid qui avait commencé dans le sous-sol venait maintenant de l'intérieur. Il m'a glacé jusqu'aux os. Toutes ces années, Cornelius a vécu avec ce secret. Il craignait l'ombre du passé. Il protégeait un nom qui n'était pas le sien de naissance. Et Travante, notre fils. Il a construit toute sa vie, toute sa fierté, sur ce nom. Il se vantait de son grand-père, le médecin, de son pédigré, de son héritage, un héritage qui n'existait pas par le sang. Toute la douleur, toute l'humiliation de ces dernières années, toutes les insultes que j'avais avalées comme un médicament amer. Tout cela s'est soudainement comprimé en un seul point dans ma poitrine. Mais il n'a pas explosé en un cri ou des larmes. Il s'est figé, se transformant en un cristal glacé, parfaitement clair. Et dans ses facettes froides, j'ai tout vu avec une clarté éblouissante. J'étais archiviste. Je travaillais avec des documents, avec des faits, avec des histoires que les gens essayaient d'oublier ou de réécrire. Je connaissais la valeur de la vérité enfermée dans du papier jauni. Et ce que je tenais maintenant n'était pas seulement un secret de famille. C'était une arme. C'était le pouvoir. Un pouvoir absolu, indéniable. Nous sommes restés assis dans le noir pendant 2, peut-être 3 heures. Le temps a perdu son cours. Cornelius s'est assoupi, la tête appuyée sur mon épaule, épuisé par la tension. Je suis resté assise, immobile, fixant l'obscurité, et mon esprit, pour la première fois depuis des années, a fonctionné avec précision et silence, comme une machine bien huilée. Un plan s'est formé, logique et froid. Finalement, du bruit s'est fait entendre à l'étage. Le verrou a été retiré avec un grincement sec. La porte s'est ouverte en grand et une lumière vive m'a frappé les yeux. Travante se tenait sur le seuil. Son visage était suffisant. « Alors, vous avez réfléchi ?» a-t-il demandé avec un ricanement. « Père, tu te sens mal ? Dois-je appeler une infirmière ?» Il jouait clairement à la magnanimité. Cela faisait partie de son jeu. « Oui », ai-je dit en me levant. Ma voix était stable et calme, me surprenant même. « Il a besoin de soins. Donne-moi le téléphone. Je vais passer un appel. » Il a été momentanément déconcerté par ma soumission, puis a souri, me tendant son portable. « Tiens, un appel pour trouver une infirmière et pas de bêtises. » J'ai pris l'appareil, sa chaleur contrastant avec le froid de mes doigts. Je n'ai pas cherché de numéro dans la liste de contacts. Je le connaissais par cœur. Il y a quelques années, j'avais lu un article dans le magazine Essence sur une avocate spécialisée dans les affaires familiales complexes et les successions. Elle était décrite comme une spécialiste brillante et intransigeante. J'avais mémorisé son nom juste comme ça, au cas où. Il s'est avéré que ce n'était pas en vain. J'ai calmement composé le numéro. Travante me regardait de haut, s'attendant à entendre ma conversation avec un service de soins. Une voix de femme nette a répondu au téléphone. Veuta Sterling à l'appareil. Mademoiselle Sterling, bonjour, ai-je dit d'une voix tout aussi égale et claire. Je m'appelle Idéla Dubois. J'ai un besoin urgent de votre aide. J'ai fixé un rendez-vous avec Veuta Sterling et, sans changer d'expression, j'ai rendu le téléphone à mon fils. Il l'a pris avec une curiosité paresseuse, faisant défiler l'écran pour vérifier qui j'avais appelé. Le numéro était inconnu, sans nom. Il a apparemment décidé que c'était une agence de soins, et une satisfaction complète s'est reflétée sur son visage. Il avait gagné. La vieille mère était brisée et soumise. Bien joué, a-t-il lancé, plus pour lui-même que pour moi. Une décision sensée. Allez, Kessia, aidons père à se relever. Il n'est pas convenable qu'il reste assis sur les marches. Ils ont aidé Cornelius à aller dans sa chambre avec ce soin exagéré et ostentatoire qui blesse les yeux par sa fausseté. Ils l'ont bordé, ont ajusté la couverture. Kessia a même apporté un verre d'eau. Ils jouaient une pièce de vainqueur magnanime, et j'étais leur principal public. J'ai regardé en silence, et ils ont pris mon silence pour une capitulation. C'était leur première et principale erreur. Les jours suivants, un silence étrange et contre nature a régné dans la maison. J'accomplissais mes tâches avec une précision mécanique, préparant des bouillons pour Cornelius, nettoyant les chambres, faisant la lessive. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, une ombre de moi-même, et cela leur convenait parfaitement. Ils ont cessé de me remarquer comme on remarque de vieux meubles.
Je suis devenu une partie de l'intérieur, pratique et muette. Et cela m'a donné ce que je n'avais pas avant, l'occasion d'écouter et de voir. Ils ont cessé de se cacher. Ils ont décidé qu'ils pouvaient parler de tout devant moi. Après tout, un esprit brisé est incapable de résistance. Un matin au petit déjeuner, alors que je servais silencieusement des biscuits, Kessia, feuilletant un magazine glacé, a dit à Travante, « Chérie, j'ai réfléchi. Ce mur entre le salon et le bureau de père, il n'est pas porteur. Si on l'abat, on aura un espace immense, un studio. On peut mettre un comptoir de bar en marbre blanc juste ici. » Je me suis figé un instant avec la poêle, le mur qu'elle voulait démolir. Le bureau de mon beau-père se trouvait contre ce mur, là où il écrivait ses derniers journaux médicaux. Contre ce mur, Cornelius a appris au petit Travante à écrire ses premières lettres. Là, sur le papier peint, si vous regardiez attentivement, vous pouviez encore distinguer une légère marque de crayon. La taille de notre fils a 5 ans. Elle en a parlé comme si c'était juste un obstacle ennuyeux sur le chemin d'un comptoir de bar. Excellente idée, a répondu Travante, sans lever les yeux de son café. Le bureau sera bientôt libre de toute façon. Et la bibliothèque? Eh bien, les livres peuvent être vendus à la ferraille ou recyclés. Qui les lit de nos jours? Des livres recyclés que mon beau-père a collectionnés toute sa vie. Des éditions rares sur l'histoire des Noirs, des volumes reliés en cuir avec des dorures. Des livres signés par les grands esprits de la Renaissance de Harlem. Recyclés. J'ai posé l'assiette de biscuits sur la table. Mes mouvements étaient fluides. Pas un muscle de mon visage n'a tressailli, mais à l'intérieur de moi, quelque chose a craqué et s'est brisé. Le dernier éclat d'illusion maternelle qu'il restait encore quelque chose dans mon fils du garçon qui écoutait avec délice son grand-père lui lire à haute voix. Ils ont vu mon calme et l'ont pris pour de l'apathie, pour un détachement sénile. Ils n'ont pas compris que c'était le calme d'un chirurgien étudiant la carte d'un organe malade avec une attention froide avant de prendre un scalpel. Chaque mot, chaque geste, était pour moi un symptôme d'une maladie, leur maladie, dont le nom était l'avidité et la vanité. L'apothéose de leur illusion est venue le mardi soir. Ils se sont approchés de moi alors que j'étais assise près du lit de Cornelius, lui lisant à haute voix de vieux poèmes. Ils sont entrés avec les mêmes visages sérieux et préoccupés que l'on porte en visitant les malades en phase terminale. Maman, a commencé Travante d'un ton plein de fausse sympathie. Kessia et moi avons tout discuté. Nous comprenons à quel point c'est difficile pour toi. Toutes ces inquiétudes, la maison, père, tu as consacré toute ta vie pour nous. Tu mérites un repos. Kessia a immédiatement renchéri, posant sa main manucurée sur mon épaule. Le contact était léger, mais j'ai senti le froid s'infiltrer sous ma peau. Nous avons trouvé un endroit merveilleux pour vous, Miss Idella. Une communauté de vie pour personnes âgées, pas une maison de retraite. Non, un établissement d'élite juste à l'extérieur d'Atlanta, Pine Forest, un étang, 4 repas par jour, des soins médicaux 24h24 et 7h7. Vous aurez votre propre chambre confortable. Vous pourrez marcher, lire, socialiser avec des gens de votre âge. Nous vous rendrons visite le week-end. Ils m'ont regardé en attendant de la gratitude. Ils croyaient sincèrement qu'ils me rendaient service. Ils m'offraient, à moi, la maîtresse de cette maison, une chambre confortable en échange de mon passé, de ma vie, de tout ce qui m'était cher. Ils proposaient de m'arracher à la terre dans laquelle j'avais pris racine, et de me transplanter dans un pot fourni par le gouvernement, pour que je m'y fane tranquillement, sans les empêcher de construire leur vie sur les os de la mienne. J'ai levé les yeux vers eux. J'ai regardé Travante, son visage si semblable à celui de mon père et en même temps si étranger. J'ai cherché en lui au moins quelque chose, une ombre de doute, une étincelle de honte, mais je n'en ai trouvé aucune. Il n'y avait que la confiance en sa propre droiture et une légère contrariété de devoir perdre du temps avec ses sentiments. À ce moment-là, la dernière goutte de mon amour maternel est morte. Elle ne s'est pas évaporée dans la colère, ne s'est pas noyée dans les larmes. Elle a simplement cessé d'être comme si un ressort s'était cassé dans une vieille horloge et que le pendule qui oscillait depuis 40 ans s'était arrêté pour toujours. J'ai regardé cet homme et j'ai vu devant moi non pas un fils mais un étranger calculateur et cruel avec mes yeux. Et cette prise de conscience n'a pas apporté de douleur mais une étrange libération froide. Je ne lui devais plus rien. Ni amour, ni pardon, ni pitié. C'est une offre très généreuse. Ai-je dit doucement. Ma voix était creuse mais stable. Je dois réfléchir.
Bien sûr, bien sûr. Réfléchis-y, Travante s'est réjoui, clairement satisfait que la scène se soit passée sans larmes ni reproches. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ils sont partis, laissant derrière eux une traînée de parfums chers et une confiance absolue en leur victoire. Je suis resté assise dans le silence, rompu seulement par la respiration de Cornelius endormi. J'ai regardé nos photos sur la commode. Ici, nous étions jeunes à notre mariage. Ici, nous étions avec le petit Travante sur la plage de Tibet Island. Toute une vie capturée dans ces cadres. Une vie construite sur l'amour, le sacrifice et, comme il s'est avéré maintenant, sur des mensonges. Mais même ce mensonge était plus noble que la vérité laide que mon fils et sa femme m'ont révélée aujourd'hui. Je ne me sentais plus comme une victime. Le sentiment de ressentiment s'est évaporé, laissant derrière lui un vide et une détermination froide et retentissante. Ils ont eux-mêmes effacé tout ce qui me liait à eux. Ils m'ont libéré des chaînes du devoir maternel. Ils m'ont sous-estimé. Ils ont vu devant eux une vieille femme faible. Ils ne savaient pas que les archives silencieuses conservent des documents capables de changer le cours de l'histoire. Et qu'une femme silencieuse qui a travaillé avec ces archives toute sa vie sait comment les utiliser. Demain, j'ai rendez-vous avec Veta Sterling et je n'y viendrai pas avec une demande d'aide mais avec un plan de bataille prêt. Le lendemain, j'ai dit à Travante que je devais aller en ville à la pharmacie pour un médicament rare pour père qui n'était pas disponible dans notre pharmacie locale. Il m'a donné de l'argent pour un taxi avec un air de faire un acte de la plus grande charité. Kessia m'a même aidé à mettre mon manteau, à redresser mon col comme on le fait avec un enfant. Ne tardez pas, Miss Idella. Le déjeuner doit être prêt. J'ai hoché la tête et j'ai quitté la maison, sentant leur regard condescendant dans mon dos. Ils regardaient une vieille femme obéissante partir faire des courses. Ils ne savaient pas que j'allais à la guerre. Le bureau de Vada Sterling était situé dans un immeuble moderne du centre-ville de Savannah avec de hauts plafonds et des couloirs silencieux. Elle s'est avérée être une femme d'environ 40 ans avec un regard perçant et une absence totale d'agitation. Elle n'a pas halté, n'a pas offert de sympathie. Elle a écouté. J'ai parlé calmement, sans émotion, exposant les faits, l'humiliation, les exigences, l'acte de donation, le sous-sol. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, me regardant. « Avez-vous des documents confirmant vos droits sur la maison ?» a-t-elle finalement demandé. Sa voix était calme, mais on pouvait sentir l'acier dedans. « J'ai quelque chose de plus important », ai-je répondu, et j'ai sorti la boîte en fer blanc de mon sac. J'ai étalé son contenu sur la table polie, l'acte de naissance au nom de Cassius Thorne, le document d'adoption, la lettre de mon beau-père. Vada a mis ses lunettes et a commencé à étudier les papiers. Elle lisait lentement, attentivement, comme si elle absorbait chaque mot. J'ai vu son expression changer. L'intérêt professionnel a été remplacé par la surprise, puis par la concentration d'un stratège qui a reçu une carte maîtresse. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de simple préoccupation dans son regard. Il y avait de l'excitation. Madame Dubois, cela change tout. Absolument tout. Le nom de Dubois n'est pas seulement un nom de famille. Dans certains cercles, c'est un capital. Votre fils a construit sa carrière, ses relations, tout son statut sur ce nom. S'il s'avère qu'il n'y a aucun droit de sang. Je comprends cela, les jeux interrompus. Je veux récupérer ma maison et ma tranquillité. Vous obtiendrez bien plus, a-t-elle dit, et des notes ont résonné dans sa voix qui m'ont ému. Vous obtiendrez justice, mais j'ai besoin de temps. Je dois vérifier certains détails. Le nom d'Orion Thorne. Cela me rappelle vaguement quelque chose. Laissez-moi travailler avec ça. Je suis rentré chez moi, lui laissant les documents, et je me suis replongé dans la routine grise et silencieuse. Travante et Kessia, voyant que je n'abordais plus le sujet de la maison de retraite, ont décidé que je m'étais résigné et que j'attendais simplement mon sort. Ils se comportaient déjà comme des propriétaires à part entière. Kessia a commandé des catalogues de meubles. Le soir, ils s'asseyaient dans le salon et discutaient bruyamment de la nuance de gris qui conviendrait le mieux au mur de leur futur studio. Je passais sans m'arrêter, mais chaque mot qu'ils disaient était déposé dans ma mémoire, devenant une autre pierre dans les fondations de ma résolution. Une semaine s'est écoulée, une semaine d'attente lente et tendue, puis Vad Sterling m'a appelé sur la vieille ligne fixe lorsque Travante et Kessia n'étaient pas à la maison. « Madame Dubois, pouvez-vous parler ?» Sa voix était tendue. Une excitation réprimée y résonnait. « Oui,
je suis seul. J'ai des nouvelles et elles sont stupéfiantes. J'ai fouillé les archives, non officielles, bien sûr. J'ai dû utiliser les anciennes relations de mon père. Il était historien. Ce que j'ai trouvé explique pourquoi Langston Dubois avait si peur du passé de son fils adoptif. Elle a fait une pause, et je l'ai entendu reprendre son souffle. Orion Thorne n'était pas seulement un dissident politique. C'est un mot trop doux. Il était l'un des plus grands physiciens théoriciens de son temps, un génie destiné à de grandes choses. À la fin des années 60, il faisait partie d'un projet d'importance nationale, mais il avait ses convictions. Il a refusé de participer à un développement qui, à son avis, pourrait conduire à une catastrophe. Ils ont essayé de le convaincre, puis de le forcer. Il n'a pas cédé et puis ils l'ont brisé. Ils ont fabriqué une affaire. Il n'a pas seulement été accusé de dissidence. Il a été accusé de trahison, de transmission de données secrètes à des services de renseignement étrangers. J'écoutais et le froid qui s'était installé en moi dans le sous-sol semblait se transformer en glace, me liant les entrailles. Il y a eu un procès à huis clos, a poursuivi Va. Son nom a été effacé de partout, des publications scientifiques, des listes d'employés de l'Institut. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans les cercles universitaires et gouvernementaux étroits, on se souvient encore de son nom, non pas comme le nom d'un scientifique, mais comme le nom d'un traître, une marque, une tache qui, dans ces cercles, ne se lave pas même après une génération. J'étais silencieuse, manquant d'air. Je me suis affalée sur une chaise. Vous comprenez ce que cela signifie, Madame Dubois? La voix de Vadé est devenue plus calme, mais plus distincte. Votre fils Travante construit son entreprise sur des relations. Il est fier de sa lignée, de ses partenaires, de ses clients. Ce sont des gens pour qui la réputation, la pureté du nom, la continuité des générations sont tout. Ils font des affaires avec le petit-fils du célèbre docteur Dubois. Et maintenant, imaginez ce qui arrivera à son entreprise, à sa position dans la société, quand il s'avérera qu'il est en fait le petit-fils d'Orion Thorne, un homme dont le nom pour eux est synonyme de trahison. Voilà. C'était l'arme à laquelle j'avais pensé. Mais il s'est avéré que ce n'était pas seulement un pistolet. C'était une bombe. Une bombe capable non seulement de récupérer ma maison, mais de détruire tout le monde que mon fils s'était si soigneusement construit. Cela ne le privera pas seulement de son héritage, a terminé Vadé. Cela le détruira socialement, professionnellement, financièrement. Il deviendra un paria, un proscrit. Pour lui et sa femme, c'est pire que la mort. J'ai raccroché le téléphone. Je suis restée assise dans la cuisine en silence. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Un géranium fleurissait dans un pot sur le rebord de la fenêtre. Tout était comme d'habitude, mais le monde avait changé. Les enjeux de ce jeu avaient atteint les cieux. Il ne s'agissait plus d'une vieille maison et d'une mère humiliée. Il s'agissait de la destruction totale de la vie de mon fils. Et je n'ai ressenti aucune horreur, aucune pitié, aucun instinct maternel qui aurait dû crier en moi pour protéger mon enfant, quel qu'il soit. Non, je n'ai ressenti qu'une satisfaction froide et étrange. Un sentiment de justice parfaite et calculée. Vous vouliez prendre ma maison. Vous vouliez me jeter dans une maison de retraite. Vous vouliez effacer ma vie comme une entrée inutile dans un livre. Très bien. Voyons ce que ça fait quand votre vie est effacée. Quand toute votre existence, construite sur l'orgueil et les mensonges, se transforme en poussière d'un seul souffle de vérité. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé le jardin que j'avais planté de mes propres mains, le vieux pacanier sous lequel le petit Travante jouait. Je lui disais au revoir, non pas à l'homme qui vivait maintenant au 2e étage, mais à ce garçon que j'ai autrefois aimé plus que la vie elle-même. Lui dire au revoir pour toujours parce que je savais que j'appuierais sur la gâchette sans hésitation. Je me suis éloigné de la fenêtre quand j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Ils étaient de retour. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il battait régulièrement, froidement, mesurant les secondes jusqu'au début de la fin. Je suis sorti dans le couloir pour les accueillir, non pas comme une servante, mais comme la maîtresse de la maison. Pour la première fois depuis des mois, j'ai redressé les épaules. Ils sont entrés en riant, chargés de sacs de magasin chers. Kessia tenait un rouleau d'échantillons de papier peint. Ils étaient de très bonne humeur. Miss Idella, vous êtes là, a lancé Kessia, sans me regarder. Travante, regarde.
Cette teinte nacrée sera parfaite dans le hall. Ils n'ont même pas remarqué à quel point j'avais changé. Ils étaient trop absorbés par eux-mêmes, par leur avenir, qu'ils avaient déjà planifié entre les murs de ma maison. 2 jours plus tard, le samedi matin, la sonnette a retenti. Travant est allé ouvrir, grommelant mécontent des visites sans prévenir. J'ai attendu dans le salon. Je savais qui c'était. Va Sterling se tenait sur le seuil. Elle était vêtue d'un costume sombre et élégant. Dans ses mains, elle tenait une fine mallette en cuir. Derrière elle se tenait un homme à l'allure officielle, un coursier d'un cabinet d'avocats. Dubois Travant Cornelius, a demandé Vada d'un ton égal et professionnel. Oui, et qui êtes-vous? Travant l'a toisé d'un regard évaluateur. Je m'appelle Vad Sterling. Je représente les intérêts de la propriétaire de cette maison, Idella Dubois. C'est pour vous. Elle lui a tendu une épaisse enveloppe. Travant l'a prise, confus. Il m'a regardé, puis de nouveau Vad. Son visage exprimait une perplexité totale. Propriétaire? Quel propriétaire? C'est la maison de ma famille. Je vous demanderai de prendre connaissance du document, a répondu froidement Vadé. Kessia est sortie de sa chambre, attirée par les voix. En voyant l'étrangère, elle a froncé les sourcils. Travant a déchiré l'enveloppe avec irritation. Il a commencé à lire et j'ai vu la couleur s'écouler lentement de son visage. La perplexité initiale a été remplacée par la colère, puis il a ri bruyamment, hystériquement. Expulsion, a-t-il ri. Maman, c'est ta blague? Tu as engagé cette actrice pour nous faire peur? C'est tout simplement ridicule. Kessia lui a arraché le papier des mains, l'a parcouru des yeux. Son visage s'est également tordu en un ricanement méprisant. Madame Idella, nous pensions que vous étiez tombée dans l'apathie, mais vous, il s'avère que vous avez décidé de jouer au drame. Très mignon, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Elle s'est tournée vers Vad. Mademoiselle, j'ai bien peur que ma belle-mère vous ait induite en erreur. C'est une personne âgée, un peu dérangée. D'un air triomphant, elle s'est dirigée vers le crédence, a pris un dossier d'un tiroir et en a sorti un document. Voici le vrai document, l'acte de donation. La maison appartient à mon mari, Travant Dubois, vous pouvez donc utiliser vos papiers comme bon vous semble. Elle a tendu le document à Vada. Vada l'a pris sans même me regarder. Elle a tenu le papier à la lumière, l'a étudié attentivement. J'ai vu son visage calme et concentré. Document intéressant, a-t-elle finalement dit en le rendant à Kessia. La signature de Madame Dubois est particulièrement intéressante. Si fraîche, et le sceau du notaire. Je connais ce notaire, Monsieur Henderson. C'est vraiment dommage qu'il soit décédé il y a 2 ans. Ce devait être un document très complexe s'il a dû le notarier de l'autre côté. Un silence retentissant a envahi la pièce. Le rire s'est figé sur les lèvres de Travant. Kessia a regardé Vada. Son visage est devenu blanc comme un linge. Quoi? De quoi parlez-vous? A-t-elle balbutié. Je parle du fait que ce papier est un faux grossier, très grossier, a poursuivi calmement Va, regardant Kessia droit dans les yeux. L'expertise prouvera cela en un jour, et alors nous ne parlerons plus d'expulsion, mais de vol qualifié et de fraude. C'est un crime, plusieurs années de prison. Travant s'est avancé. Son visage était cramoisi de rage. Qui êtes-vous pour nous menacer dans notre propre maison? Je suis avocate et je ne menace pas. J'informe des conséquences. La maison, comme je l'ai déjà dit, appartient à ma cliente. Ceci est confirmé par le testament de son défunt beau-père, Langston Dubois, dont j'ai l'original. Il y est clairement indiqué que l'unique héritière de tous ses biens est sa belle-fille, Idella Dubois, en remerciement de ses soins à la famille. Votre père, Cornelius, était au courant et n'a jamais contesté le testament de son père. Elle a prononcé le mot « père » avec une pause à peine perceptible. C'était la première pique. Travant et Kessia ont échangé un regard. Dans leurs yeux, pour la première fois, j'ai vu non pas de la colère, non pas du mépris, mais de la peur. Une peur animale réelle d'une bête acculée. Ils ont réalisé que ce n'était pas de la démence sénile. Ce n'était pas l'acte impulsif d'une femme offensée. C'était une attaque bien planifiée. Nous allons le contester, a crié Travant. Nous prouverons qu'elle est incompétente, que vous l'avez trompée. Je suis le seul Dubois, l'héritier direct.
J'ai droit à cette maison. Vad Sterling a lentement hoché la tête comme si elle s'attendait exactement à ces mots. Elle a fait un pas en avant. Sa voix est devenue plus calme, presque confidentielle, mais d'autant plus inquiétante pour autant. Vous pouvez certainement essayer des poursuites judiciaires pour contester le testament. Mais gardez à l'esprit, M. Dubois, que pour contester le testament de Langston Dubois, vous devrez d'abord prouver au tribunal que vous y avez un droit légal, que vous, comme vous le dites, êtes un héritier direct. Et pour cela. Elle a de nouveau fait une pause, laissant chaque mot s'imprégner dans l'air. Il faudra une clarification complète et publique de la généalogie de la famille Dubois avec tous les examens généalogiques nécessaires et la mise au jour de documents d'archives pour établir, pour ainsi dire, la pureté de la lignée familiale. Elle s'est tue, et dans ce silence, j'ai entendu mon propre cœur battre bruyamment. Elle n'a rien dit directement. Elle n'a pas mentionné le nom de Thorne. Elle n'a pas parlé de trahison. Elle a juste jeté cette phrase sur la table. Clarification complète et publique de la généalogie. Et cette phrase a explosé dans la pièce comme une bombe silencieuse. Cassius a vacillé et s'est agrippé au dossier d'une chaise. Son visage exprimait l'horreur et une totale incompréhension. Mais Travant a tout compris. Il ne connaissait pas les détails. Il ne connaissait pas toute la vérité. Mais il a entendu dans les mots de Vadé une menace visant le cœur même de son monde, le fondement de son identité. Il a tellement pâli que ses lèvres sont devenues bleues. Ils m'ont regardé, la femme silencieuse aux cheveux gris qui s'était tenue silencieusement près de la cheminée tout ce temps. Et dans leurs yeux, j'ai enfin vu ce que j'attendais. Pas seulement la peur, mais la prise de conscience. La prise de conscience que la vieille femme qu'ils avaient radiée, qu'ils avaient enfermée dans le sous-sol, qu'ils allaient envoyer finir ses jours dans une maison de retraite tenait les fils de leur destin entre ses mains, et qu'elle était prête à les couper. Vad Sterling m'a fait un signe de tête, s'est retourné et est sorti. Le coursier l'a suivi, la porte s'est refermée avec un léger clic qui a résonné comme un coup de feu dans le silence assourdissant. Nous sommes restés, nous trois, moi, mon fils et sa femme. L'air dans la pièce s'est épaissi, est devenu lourd. C'était difficile d'inhaler. Travant a été le premier à se remettre. Son choc initial a été remplacé par la rage. Sombre, animal, balayant tout sur son passage. Qu'est-ce que c'était que ça, a-t-il crié en se tournant vers moi. Son visage s'est tordu, est devenu étranger, vicieux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de détruire ta propre famille. Tu as conspiré avec ce requin pour nous jeter à la rue. Il s'est avancé vers moi, et pendant un instant, j'ai vu dans ses yeux la même folie que ce jour où il nous a poussés dans le sous-sol. Mais il n'y avait pas de peur en moi. Je suis resté immobile, le regardant dans les yeux. Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqué, a renchéri Kessia. Sa voix se brisait en un cri aigu. Elle arpentait la pièce comme un oiseau en cage. Généalogie? Quelle généalogie? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Vous nous avez caché quelque chose? Des secrets honteux. Ils ont crié, accusé, menacé, dit qu'ils me mettraient dans un asile, prouveraient ma folie, que je déshonorerais le nom de Dubois. Ils ont jeté des mots comme des pierres, essayant de percer mon silence, de me forcer à avoir peur, à reculer. Mais leurs pierres ont rebondi sur ma confiance calme comme des poids sur un mur de pierre. Je suis resté silencieuse et j'ai regardé. J'ai laissé leur fureur s'éteindre, se transformer en cendres. Et quand le flot de menaces s'est tari, quand ils se sont tus, respirant lourdement, épuisés par leur propre colère, les tactiques ont changé. Ils ont vu que je ne pouvais pas être prise par les cris et la force. Et puis ils ont décidé de jouer sur d'autres cordes, sur celles dont ils pensaient qu'elles résonnaient encore dans mon âme. Cessia a été la première à s'effondrer dans un fauteuil et à se couvrir le visage. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. C'était un acte, je le savais, mais un acte habile. Miss Idella, maman, a-t-elle sangloté. Comment est-ce possible? Nous sommes une famille. Nous vous aimons. Nous voulions ce qu'il y a de mieux. Nous avons pensé à votre avenir, à votre tranquillité d'esprit. Oui, peut-être que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes emportés. Mais est-ce que ça vaut la peine de tout détruire pour ça? Travant s'est approché et s'est accroupi devant moi. Il a essayé de me prendre le coude, mais je me suis légèrement écarté, et il a retiré sa main. Il a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de rage dans ses yeux.
Maintenant, un chagrin fin et une blessure filiale y éclaboussaient. Maman, a-t-il dit doucement, avec âme, souviens-toi de tout ce qui s'est passé. Souviens-toi comment tu m'as élevé. Tu m'as tout donné. Tu as sacrifié ta carrière, tes rêves pour moi pour que je devienne ce que je suis. Peux-tu vraiment détruire tous à toi-même maintenant? Tous ces sacrifices n'étaient-ils que pour me chasser de ma propre maison à la fin? Il a parlé de mes sacrifices. Lui qui ne les avait jamais appréciés de sa vie. Lui qui les prenait pour acquis. Maintenant, il les sortait comme une vieille bannière poussiéreuse en essayant de se cacher derrière. Je suis ton fils, maman. Sa voix tremblait. Et cette fois, cela semblait presque sincère. La peur est une bonne actrice. Ton seul sang, ta continuation. Tout ce que je le fais pour l'avenir de notre famille, de notre nom, pour que le nom de Dubois résonne encore plus fort. C'est ton honneur aussi. L'honneur de père, l'honneur de grand-père. Il a parlé et je l'ai regardé. Et pour la première fois de tout ce temps, j'ai ressenti autre chose que de la colère froide et de la détermination. C'était de la pitié. Une pitié profonde, perçante, presque insupportable. Pas pour mon fils, mais pour cet homme assis à mes pieds. Pour un homme dont la vie s'est avérée être un château de cartes construit sur le sable du nom de quelqu'un d'autre. Il s'accrochait si désespérément à ce nom, à ce mythe, parce qu'il n'avait rien d'autre. Sans le nom de Dubois, il n'était personne. Il attendait une réponse. Il attendait des larmes, des reproches, peut-être même le pardon. Il attendait que le cœur maternel faiblisse. Mais il était silencieux. Il s'était transformé en pierre ce jour-là dans le sous-sol. J'ai soupiré lentement et quand j'ai parlé, ma voix a résonné dans le silence de la pièce si calme et distincte qu'ils ont tous les deux sursauté. La maison est le cadet de vos soucis, Travante. Il m'a regardé sans comprendre. Tu as vécu toute ta vie, ai-je poursuivi, le regardant droit dans les yeux, sans jamais détourner le regard, en t'appropriant un héritage qui n'a jamais été le tien. Le respect que tu exigeais, le nom sur lequel tu as construit ta vie, ton entreprise, ta fierté, tout cela est un fantôme. Je me suis tu. Je n'ai rien expliqué. Je n'ai pas nommé Thorne. Je n'ai pas raconté l'histoire de son vrai grand-père. J'ai juste laissé cette phrase en suspens dans l'air entre nous, un fantôme. J'ai vu son cerveau travailler, comment il essayait frénétiquement de comprendre ce que je voulais dire. J'ai vu la peur commencer à prendre forme dans ses yeux. La forme de quelque chose d'inconnu mais de monstrueux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, a-t-il chuchoté. Quel héritage? Quel nom? Je suis un Dubois. Mon père est Cornelius Dubois. Mon grand-père est Langston Dubois. Ton grand-père Langston Dubois était un grand homme, ai-je dit doucement. Et très noble. Il a donné son nom à ton père pour le sauver. Et toi, tu as transformé ce nom en une marchandise, un bouclier pour ta vanité, et tu l'as déshonoré. Père avait raison. Je l'ai laissé deviner le reste lui-même. Je connaissais l'imagination de mon fils. Je connaissais ses plus grandes peurs, la peur de n'être personne, la peur de se révéler être un imposteur. Je voyais ces peurs prendre vie dans ses yeux maintenant, alimentées par mon silence. Il pouvait imaginer n'importe quoi. L'illégitimité, une honte secrète dans la lignée, n'importe quelle saleté qui pourrait tacher le nom brillant de la famille Dubois. Et n'importe laquelle de ces suppositions était une torture pour lui. Je lui ai donné cette matière à réflexion, ce poison qui l'empoisonnerait lentement de l'intérieur. L'horreur de l'inconnu était mon allié le plus puissant. Kessia regardait de moi à son mari, ne comprenant rien. Elle voyait seulement que son Travante fort et confiant était assis par terre, écrasé par quelques-unes de mes phrases. Je me suis levé. Je me sentais très fatigué, mais en même temps étonnamment légère. On vous a donné 3 jours pour déménager vos affaires, ai-je dit en me dirigeant vers la porte de ma chambre. Je vous conseillerais de ne pas perdre ce temps en dispute. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit après ça. Je suis juste allé au lit où Cornelius dormait et je me suis assise à côté de lui. Je lui ai pris la main. Elle était chaude. J'ai regardé son visage paisible et j'ai pensé au lourd fardeau qu'il avait porté toute sa vie et au prix terrible que notre fils a payé parce que ce fardeau n'a jamais été levé à temps. 3 jours se sont écoulés dans un silence épais et tendu. Ils n'ont pas déménagé. Je les ai vus chuchoter pendant des heures, enfermés dans leur chambre.
Leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Ils préparaient leur dernier coup désespéré, et j'étais prête. Le soir du 3e jour, Travant est entré dans ma chambre. Il était vêtu d'un costume cher. Son visage était pâle, mais déterminé. Une sorte de confiance fiévreuse et contre nature était apparue en lui. Demain à 11h à notre maison de ville, a-t-il dit d'une voix sèche. Conseil de famille, tout le monde sera là. Oncle Peter, tante Vera, mes principaux partenaires commerciaux. Tu dois être là et amener ton avocate aussi. On verra qui gagne. Il s'est retourné et est parti sans attendre de réponse. C'était un défi, leur dernière manœuvre. Ils ont décidé de déplacer le champ de bataille sur leur territoire, de s'entourer d'alliés et de m'écraser avec l'opinion publique. Ils allaient organiser un procès-spectacle où je serais l'accusée folle. Une vieille femme vengeresse qui était tombée sous l'influence d'une avocate prédatrice. Ils voulaient me déclarer incompétente et ainsi prendre le contrôle de moi et de la maison. C'était une décision intelligente, mais ils m'ont encore sous-estimé. Le lendemain, précisément à 11h, Onkaka Sterling et moi sommes entrés dans le salon de leur appartement en ville. C'était un immense espace sans visage meublé de meubles chers mais froids, et il était plein de monde. Nos parents étaient là, que je n'avais pas vus depuis plusieurs années. Le cousin de Cornelius, Peter, un important fonctionnaire de la ville, sa femme Vera, drapée de perles. Il y avait aussi des gens qui m'étaient inconnus avec des visages d'affaires dures, de toute évidence ces mêmes partenaires dont l'opinion Travant appréciait tant. Travant et Kessia se tenaient au centre en maître de la situation. Kessia versait de l'eau dans des verres, jouant l'hôtesse gracieuse. Travant se comportait avec cette solidité soulignée qui était censée inspirer confiance. Quand nous sommes entrés, toutes les conversations ont cessé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti leur curiosité, leur jugement, leur pitié. Pour eux, j'étais la cause d'un drame familial gênant. Vada et moi nous sommes assises sur les chaises proposées, un peu à l'écart. J'étais silencieuse. Mon cœur battait régulièrement. Je ne ressentais aucune peur. Je me sentais chez moi dans mes archives. Avant de poser de vieux documents sur la table pour rétablir la vérité, Travant a commencé à parler. Sa voix était pleine de chagrin et de noblesse. Il a parlé de son amour et de son respect pour sa mère, de la difficulté qu'il avait à voir son état. Il a fait allusion à une raison obscurcie, à une susceptibilité sénile, à la facilité avec laquelle les personnes âgées sont manipulées. Il n'a jamais appelé Vade par son nom une seule fois. Il n'a parlé que de cette femme, une avocate sans scrupules qui s'est insinuée dans la confiance d'une personne malade pour son profit. Il a raconté comment lui et Kessia s'occupaient de père et de mère, comment il voulait leur assurer une vieillesse tranquille et sûre dans le meilleur établissement. Son discours était calibré. Chaque mot a fait mouche. Il a peint un tableau dans lequel il était un fils aimant et souffrant, et moi une mère trompée et ingrate. Il a parlé longtemps. Les parents ont hoché la tête avec sympathie. Les partenaires ont regardé avec compréhension. J'ai vu la balance pencher en sa faveur. Il avait presque gagné. Quand il a terminé, un lourd silence a envahi la pièce. Travant m'a regardé avec un triomphe mal dissimulé. C'est essentiellement tout, a-t-il dit en écartant les mains. Nous voulons seulement protéger maman d'elle-même et des influences extérieures. Nous parlons de tutelle, sinon elle fera des bêtises, se privera, elle est père, d'un toit au-dessus de leur tête. Alors Vade s'est levée. Elle n'a pas discuté ni ne s'est excusée. Elle s'est calmement dirigée vers la table au centre de la pièce. Tout ce que Monsieur Dubois a dit est très touchant, a-t-elle commencé d'une voix égale. Mais passons des émotions aux faits. Les faits sont têtus. Monsieur Dubois prétend qu'il agit dans l'intérêt de sa mère, craignant qu'elle ne perde la maison. Mais voici un document. Elle a sorti une copie de l'acte de donation falsifié de sa mallette et l'a posé sur la table. Le document que M. Dubois et sa femme ont présenté comme base de leurs droits sur la maison. Un document selon lequel Madame Dubois a déjà perdu sa maison. Elle a fait une pause. Et voici, elle a placé une autre feuille à côté, la conclusion d'une analyse graphologique confirmant que la signature est fausse et un certificat des archives de la Chambre des notaires indiquant que le notaire qui aurait certifié ce papier est décédé 2 ans avant sa signature. Un murmure a parcouru la pièce. Oncle Peter a froncé les sourcils, a enlevé ses lunettes. Les partenaires de Travant ont échangé des regards.
L'image du fils aimant a commencé à se fissurer. Ce ne sont que des insinuations, a crié Travante, mais il n'y avait plus de confiance dans sa voix. Ce sont des documents, la coupe évadée. Et maintenant, avec votre permission, ma cliente va parler. Elle n'a pas besoin de tutelle. Elle a besoin d'être entendue. Tous les yeux se sont de nouveau tournés vers moi. Je me suis lentement levé. Je n'ai pas regardé Travante. J'ai regardé les visages des gens dans cette pièce. Bonjour, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. C'était la voix d'une archiviste habituée à parler de faits. Mon fils a parlé de l'héritage de la famille Dubois, de l'honneur. J'ai consacré toute ma vie au service de cette famille et à la préservation de son histoire. Par conséquent, permettez-moi de clarifier. J'ai sorti un autre dossier de mon sac. L'héritage, ce n'est pas seulement une maison et de l'argent. C'est avant tout la mémoire et la vérité. Voici, j'ai posé la lettre de mon beau-père sur la table. C'est une lettre de mon beau-père, Langston Dubois, à son fils adoptif, mon mari, Cornelius. Il y parle d'amour, de devoir, de noblesse. Il y raconte comment il a sauvé un orphelin en lui donnant son nom. C'est le véritable héritage de la famille Dubois. L'amour et le sacrifice de soi. J'ai parlé calmement, exposant devant eux l'histoire de ma famille comme un solitaire. Je leur ai dit la vérité, pas toute la vérité. Je n'ai pas nommé Orion Thorne. Je n'ai pas parlé de trahison. L'honneur de la famille, même d'une famille comme celle-ci, je ne voulais pas le souiller publiquement. J'ai simplement dit que Cornelius était un fils adoptif, le fils d'un scientifique réprimé que Langston Dubois a sauvé du système, en lui donnant son nom et son amour. Langston m'a laissé cette maison, j'ai pointé la copie du testament, parce qu'il croyait que je préserverais son esprit, l'esprit d'une famille construite non pas sur le sang mais sur l'amour. Et mon fils, j'ai regardé Travante pour la première fois, a décidé que son droit à cette maison était basé sur un papier falsifié. Je me suis tu, et dans ce silence, tout est devenu évident. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement juxtaposé deux documents. D'un côté, une lettre respirant l'amour et la noblesse, la véritable histoire de la famille. De l'autre, un faux acte respirant l'avidité et la tromperie. J'ai opposé l'héritage authentique au droit acquis. C'était la fin. Je l'ai vu sur leur visage. Oncle Peter s'est lentement levé, s'est approché de la table, a pris la lettre de mon beau-père, l'a lue. Puis il a regardé Travante avec un tel mépris qu'il s'est ratatiné. Les partenaires commerciaux se sont levés en silence de leur siège et, sans dire au revoir, se sont dirigés vers la sortie. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec un homme qui non seulement s'est avéré être un escroc, mais n'était pas un vrai Dubois. Son principal capital, son nom, s'est transformé en poussière sous leurs yeux. Kessia se tenait agrippée au bras de son mari. Son visage était gris d'horreur. Elle regardait les invités qui partaient, les ruines de leur monde. Et je pense qu'à ce moment-là, elle le détestait. Travante se tenait au milieu de la pièce, complètement seul. Il était brisé, détruit, et non par un tribunal, non par la police. Il a été détruit par la vérité que j'avais soigneusement, comme un archiviste, mise en lumière. Sa dernière manœuvre s'est transformée en une exécution publique qu'il s'était arrangée pour lui-même. Il a été exposé comme un imposteur cruel et avide devant tous ceux dont l'opinion lui était plus chère que la vie. Il était complètement et finalement brisé. Je me suis retourné, sans regarder personne d'autre, je suis sorti de la pièce. Vad m'a suivi. Nous sommes descendus silencieusement dans la rue où l'air frais du printemps nous attendait. Il ne m'avait jamais semblé si frais et si pur. Nous ne nous sommes pas dit un mot. Tout avait déjà été dit. 6 mois se sont écoulés. L'automne a pris ses droits, peignant le jardin d'or et de pourpre. La maison est devenue très calme. Ce silence ne me déprime plus. Il était curatif comme une compresse froide sur une blessure. Il était rempli de lumière pénétrant par les fenêtres lavées, de l'odeur des pacanes et du tic-tac silencieux de la vieille horloge dans le salon. Cornelius est décédé à la fin de l'été, tranquillement dans son sommeil, dans son lit. Son cœur épuisé s'est simplement arrêté. Je lui ai tenu la main jusqu'à la toute fin. Nous n'avons pas parlé de Travante. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous avons parlé de notre jeunesse, de notre premier rendez-vous à Forestside Park, de l'air drôle qu'il avait en essayant de réparer un robinet qui fuyait. Nous nous sommes dit au revoir. Et quand il est parti, je l'ai pleuré.
Pas le mari portant le nom de quelqu'un d'autre, mais mon Cornelius, le seul homme que j'ai aimé. Je l'ai enterré à côté de son père adoptif, Langston Dubois. Deux hommes nobles dont les histoires se sont avérées si étroitement liées, reposent maintenant côte à côte. Travant n'était pas aux funérailles. Lui et Kessia ont disparu. Ils ont déménagé de l'appartement en ville, le vendant pour rembourser des dettes dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. Leur monde, construit sur le prestige du nom Dubois, s'est effondré en une seule journée. Les partenaires se sont détournés. Les amis ont cessé de répondre aux appels. La société dans laquelle ils voulaient embrayer les a expulsés. J'ai entendu par des parents éloignés qu'ils avaient déménagé dans une petite ville de province en Alabama, où Kessia a trouvé un emploi de réceptionniste dans un salon de beauté. On n'a plus entendu parler de Travant. Il n'a pas appelé, n'a pas écrit. Pour moi, il a simplement cessé d'exister. Comme le fantôme dont j'ai parlé une fois. Je n'ai ressenti ni jubilation ni haine, seulement un vide à l'endroit où se trouvait autrefois l'amour maternel. Aujourd'hui, je suis descendu au sous-sol, mais ce n'était plus la crypte sombre et humide où ma renaissance avait commencé. J'ai engagé des ouvriers. Ils l'ont nettoyé, ont blanchi les murs, ont installé un éclairage vif. Le long des murs se trouvaient maintenant non pas des étagères poussiéreuses avec des bocaux, mais de nouvelles étagères en pain sentant la résine. Au centre, un grand et solide établi, ma table. Ce sous-sol, autrefois ma prison, est devenu mon sanctuaire, mes archives personnelles, l'endroit où je suis enfin revenu à moi-même. J'ai lentement disposé de vieilles photographies, des lettres, des documents sur la table. Toute ma vie, j'ai été la gardienne des histoires des autres, de l'histoire de la famille Dubois, de l'histoire de mon mari, de l'histoire de mon fils. Je les ai soigneusement collectionnés, catalogués, protégés. Maintenant, le temps est venu de rassembler les miennes. J'ai pris un nouvel album avec des pages blanches dans une reliure en cuir rigide. Sur la première page, j'ai soigneusement placé la lettre de Langston Dubois, un document sur l'amour et la noblesse qui est devenu la pierre angulaire de cette histoire. À côté, j'ai placé une photographie, pas celle de mon mariage, pas une photo avec mon fils, mais une autre, petite, en noir et blanc, prise il y a de nombreuses années. On y voit une jeune fille avec des lunettes et des cheveux courts, assise à un bureau rempli de vieux tomes, regardant l'objectif avec délice. C'était moi, Idella, une étudiante en histoire de 20 ans au Spelman College, amoureuse de sa profession, pleine d'espoir et de projets, la moi que je m'étais ensevelie sous les décombres des obligations familiales et des sacrifices. J'ai regardé cette fille et j'ai souri. Je marchais vers elle depuis si longtemps. À travers 40 ans de service aux autres, à travers la trahison et la douleur, à travers le froid du sous-sol, je l'ai enfin trouvée. Je n'étais plus seulement une gardienne, je suis devenu une auteure, l'auteur de ma propre histoire, dans laquelle j'ai moi-même décidé ce qui était important et ce qu'il fallait laisser dans le passé. Je n'ai rien rayé. Ni la joie de la maternité, ni l'amertume de la déception. Mais maintenant, je plaçais les accents moi-même. J'ai donné aux événements le sens que je considérais comme vrai. J'ai terminé mon travail et je me suis dirigé vers la petite fenêtre haute du sous-sol que les ouvriers avaient percée à ma demande. Elle donnait directement sur le jardin. D'en bas, le monde avait l'air différent. Je ne voyais pas les troncs des arbres mais leurs racines qui s'enfonçaient profondément dans la terre. Je voyais les feuilles mortes qui deviendraient de la terre pour une nouvelle vie au printemps. J'ai posé une tasse de thé chaud sur le rebord de la fenêtre. L'arôme de l'Earl Grey se mêlait à l'odeur de la terre et du feuillage flétri. La vapeur de la tasse montait vers la vitre, et le monde extérieur à la fenêtre est devenu un peu flou, comme une vieille aquarelle. J'ai pris une gorgée. C'était calme dans la maison. Calme dans mon âme. Pour la première fois depuis de très nombreuses années, je ne me sentais pas comme la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la belle-fille de quelqu'un. J'étais simplement Idella, une femme regardant par la fenêtre de sa maison son jardin. Une femme qui n'est plus définie par ses sacrifices passés mais par cet avenir calme et conscient qu'elle s'est construit. J'étais libre, absolument, complètement, jusqu'à mon tout dernier souffle. Libre. C'est là que mon histoire se termine. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si elle a résonné dans votre âme, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Vos commentaires sont le plus grand soutien pour moi. Je vous souhaite la paix dans votre cœur et la chaleur dans votre âme jusqu'à notre prochaine rencontre. Une histoire si compliquée mais très profonde, chers auditeurs. Une histoire de sacrifice,
de trahison et de ce prix terrible qu'il faut parfois payer pour sa propre liberté et sa propre dignité. Cela fait réfléchir à beaucoup de choses, n'est-ce pas? La question principale qui reste en suspens est la question des limites. Où se trouve cette ligne au-delà de laquelle le pardon total d'une mère prend fin et où commence la lutte pour sa propre vie? Adela a-t-elle agi correctement en détruisant le monde de son propre fils, même en réponse à sa cruauté monstrueuse? Était-ce un acte de juste rétribution ou une vengeance froide et calculée? Chacun de vous, j'en suis sûr, s'est fait sa propre opinion. Peut-être que quelqu'un condamnera Adela pour sa cruauté et que quelqu'un, au contraire, admirera sa force et sa détermination. Peut-être avez-vous encore des questions sur le sort des personnages ou un détail de l'histoire a-t-il suscité une curiosité particulière? Partagez vos pensées dans les commentaires sous cette vidéo. Je suis toujours incroyablement intéressé de lire vos raisonnements et de voir à quel point la même histoire résonne différemment dans le cœur des gens. Votre opinion est très importante pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Chaque like, chaque nouvel abonné est un immense soutien pour nous et une incitation à continuer à chercher et à vous proposer de nouvelles histoires, non moins passionnantes. Il est important pour nous de savoir que notre travail trouve un écho. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.